De partout où vous nous suivez, soyez le bienvenu dans notre programme de ce jour. Nous sommes ici dans International Press Meet depuis les États-Unis d'Amérique, dans l'État du Texas, plus précisément à Dallas, où nous sommes en connexion avec Madame le porte-parole du chef de l'État, Tina Salama, que nous allons saluer. Bonjour à vous, M. Saint-Florian. Vous m'entendez bien? Oui, très très bien. Nous vous entendons très très bien. Merci de nous faire cet honneur de répondre à nos questions malgré vos multiples occupations auprès du chef de l'État. Merci pour vraiment cet honneur que vous faites à nos internautes et ceux qui nous suivent aussi à la télévision. Le plaisir est le mien et bonjour à tous ceux qui nous suivent en ce moment du Texas, des États-Unis, du Congo et de partout ailleurs, et de Rumangabo, s'ils le peuvent, hein, de Kiwanja, de Rutshuru, de Goma, en tout cas de toute la partie est de la RDC. Nous le saluons. Aléa technique, nous avons commencé notre direct, ça s'est coupé, nous avons repris parce que nous devons toujours être attentionnés à la technique et la technique maintenant a repris. Merci à tous les collaborateurs qui permettent que notre liaison avec Kinshasa soit efficace. Madame Tina Salama, comment allez-vous? Comment vous vous sentez aujourd'hui? Écoutez, on ne peut pas bien se sentir quand une partie de soi, de sa vie, de son pays est en peine. Quand on voit des jeunes filles, des petites filles, des bébés pratiquement, des vieilles dames avec des poids sur la tête, fouillant leur logis, fouillant leur maison à cause de la folie des hommes, des groupes armés. Donc ça fait vraiment de la peine au cœur et on ne peut pas se réjouir pendant un moment comme ça. Merci à Aimé Lambala qui nous suit depuis Paris et merci à l'apôtre Timothée, merci au pasteur Cyril. L'apôtre Timothée, je le précise, il est à Lumbashi. Merci au pasteur Cyril Kapesa qui nous suit depuis les États-Unis d'Amérique. Nous recevons pour vous Madame Tina Salama. Madame Tina Salama est le porte-parole AI du chef de l'État. Tina Salama, expliquez-nous maintenant le bureau du porte-parole du chef de l'État, comment ça s'organise? Parce que le professeur Kassomo Mwemba Yamba Yamba a été promu à un nouveau poste. Comment ça se passe maintenant? La communication du chef de l'État, le porte-parole du chef de l'État, comment ça se passe? Et quelles sont les fonctions que vous occupez aujourd'hui? C'était pas très compliqué pour nous, hein, puisque nous n'étions que deux au départ. Donc, le porte-parole principal, M. Kassongo Mema, et moi-même, porte-parole adjointe. Donc, maintenant qu'il est parti président du conseil d'administration à l'Agence congolaise de presse, à l'ACP, donc pour l'instant, je suis porte-parole. Voilà, j'occupe cette fonction-là. On va dire, je gère le bureau du porte-parole du chef de l'État. Voilà. D'accord. Nous revenons après ces jingles pour débuter notre magazine, poser des questions et vous pouvez partager le lien et dire à tout le monde que nous sommes avec Madame Tina Salama. La connexion a repris. Madame Tina Salama, comme vous le savez, l'actualité, c'est l'Est de la République démocratique du Congo. Il y a quelques semaines, Bunagana a été repris par les vaillants FARDC et après, les Congolais de partout dans le monde ont eu l'estomac arraché en apprenant que Rutshuru et Kiwanja étaient tombés entre les mains des M23 et que les M23, appuyés par le Rwanda, prenaient la direction de Goma et les gens n'arrivaient pas à comprendre. La structure de défense congolaise avait pris des initiatives proposées auprès du gouvernement congolais, auprès de Sama Lukonde, dans lesquelles il y avait une décision de faire partir l'ambassadeur
Vincent Kagera, ambassadeur du Rwanda ici en RDC, qui est parti en un délai de 48 heures. Nous avons vu les images dans les médias et réseaux sociaux, il est parti. Et le discours du chef de l'État était attendu pour comprendre. 12 minutes de lecture, le chef de l'État réagit, mais le message du chef de l'État a laissé un goût mitigé entre la population. Je reprends par exemple le tweet de Noël Tchani sur Twitter. Je sais que vous avez vu ce tweet. Beaucoup disaient que Noël Tchani était proche du chef de l'État, le soutenait, mais pour la première fois, nous avons vu Noël Tchani tweeter dire qu'il est déçu du chef de l'État et qu'il avait un message mou. Donc, pour dire que le chef de l'État, c'est comme s'il y avait une certaine crainte. Et Noël Tchani ne faisait que ressortir une certaine pensée au sein de la population. Ainsi, avec vous, nous allons décortiquer le message du chef de l'État pour en avoir la vraie teneur, le sens même. Ma première question pour Noël Tchani, un instant, je ne voudrais pas que vous puissiez laisser ça comme ça, c'est que on va dire qu'on ne gère pas les humeurs des uns des autres, on ne gère pas les émotions, on gère un pays, une nation, surtout une nation qui est en guerre dans sa partie orientale. Donc, sa perception, son point de vue, il en a le droit, comme tout Congolais dans ce pays. Donc, on respecte son point de vue, mais ça n'engage que lui. Voilà. Ça n'engage que lui. Cette lecture que le chef de l'État, quelles sont les grandes lignes que nous pouvons comprendre de son message? Est-ce c'est de la faiblesse de la RDC ou il fallait carrément aller en guerre contre le Rwanda parce que le chef de l'État et le gouvernement congolais ont nommé du doigt le Rwanda qui soutenait le M23? Encore une fois, je vous l'ai dit, on ne gère pas un pays sur base des émotions. Madame Tina Salama. Nous recevons pour vous Madame Tina Salama. Donc, nous avons un problème de connexion. Madame Tina Salama est avec nous. Elle est avec nous, elle est avec nous, elle est avec nous. Vous ne m'entendez pas? Vous m'avez perdu? Nous vous entendons maintenant, Madame Tina Salama. Voilà, donc je disais que le plus important dans les messages du chef de l'État, dans son discours, c'était de dire « mobilisons-nous, nous n'avons qu'un seul pays, nous n'avons qu'une seule nation. Mettons-nous ensemble, taisons pour une fois nos divergences. » Quand le pays est agressé, ce n'est pas le président de la République qui est agressé, ce n'est pas le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi qui est agressé, c'est la RDC qui est agressée. Alors, tout celui qui se sent patriote, tout celui qui prétend aimer ce pays, qu'il soit de l'opposition, qu'il soit du pouvoir en place, qu'il soit de la société civile, qu'il soit neutre, tout ce que vous voulez, que les forces vivent, que les leaders politiques, les chefs religieux, les chefs coutumiers, donc que nous tous puissions nous mettre ensemble pour défendre notre nation. Défendre notre nation, ce n'est pas que chacun va prendre une arme, c'est dans notre manière même d'en parler, dans notre manière de vivre, c'est d'être conscientisé et de se dire qu'il y a une menace et que nous sommes tous concernés. Ce n'est pas qu'une affaire du président Félix Tshisekedi, c'est notre affaire à tous. Donc, il a vraiment appelé à cette mobilisation générale. Donc, taisons nos divergences, nos clivages tribaux, tout ce que vous voulez, et défendons notre pays. Voilà, c'est vraiment ça le plus important. Alors, il y a également un aspect important, c'est que le chef de l'État a quand même tenu à encourager les jeunes à la vigilance citoyenne. Vous savez, les jeunes sont comment dire, ils sont facilement embarqués, vous savez, même dans les groupes armés, hein, les jeunes ont été très, très facilement, comment dire, sensibilisés négativement. Donc, il les a appelés à la vigilance citoyenne. C'est à nous de défendre notre pays, à la jeunesse d'être très vigilante, de pouvoir être éveillée, de savoir que l'ennemi attaque sur plusieurs fronts, vous voyez. Donc, il les a encouragés en tout cas
pour ceux qui en ont la vocation, qui sentent cet appel-là, à s'engager dans les groupes armés, plutôt dans les forces armées, excusez-moi, dans les forces armées. Il a demandé au chef d'état-major général de pouvoir revoir les centres de recrutement, de les mettre en tout cas à jour. Il a rappelé cette instruction qu'il avait lancée depuis un moment déjà, de revoir les centres de recrutement de toutes les 26 provinces, de les mettre vraiment à jour. Et voilà, donc il y a cet appel à la jeunesse, à nos forces armées. Le président a rappelé, il les a en tout cas encouragés. Hein. Il leur a dit, c'est vous qui êtes, vous travaillez sous le drapeau, vous avez accepté de travailler sous le drapeau, nous comptons sur vous. Je vous appelle en tout cas à un sens élevé de patriotisme. Nous sommes derrière vous. Vous voyez? Donc il a vraiment encouragé nos forces armées qui défendent l'intégrité de notre territoire. Il a rappelé que lui défendrait également l'intégrité de ce pays, l'intégrité territoriale jusqu'au sacrifice suprême. C'est vraiment des propos très forts d'un chef d'État. Il a juré devant la Constitution. Voilà. Donc après, il a rappelé aussi qu'il y a quand même des traîtres, hein, des brebis galeuses, hein, que ce soit dans l'armée, que ce soit des civils qui jouent les jeux de l'ennemi et que ceux-là feront face à la rigueur de la loi. Voilà. Voilà en gros ce que je peux dire du discours du chef de l'État. Mais pour ceux qui pensent que c'était un aveu d'échec, que la RDC ne savait pas quel chemin ou initiative à prendre par rapport à cette guerre, malgré toutes les précautions prises par l'État congolais. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ça, Tina Salama? Écoutez, je pense que les gens sont trop dans les réactions peut-être pas profondes, hein, parce que quand vous écoutez le discours du chef de l'État, il a fait une sorte d'historique. Il a rappelé d'où nous étions, où est-ce que nous sommes et où est-ce que nous voulons aller. Il a rappelé vraiment les différentes étapes importantes de sa stratégie diplomatique et militaire. Donc dire que on ne sait pas là où on va, ce n'est pas vrai. Et il a clairement dit qu'il a privilégié l'option, je le rappelle encore une fois, diplomatique, mais que celle militaire n'était pas exclue. Et je vous rappelle qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être faites en ce moment avec nos forces armées et qu'il y a une force régionale qui se déploie, hein, parce que ça a commencé. Il y a les Kenyans, les troupes kenyanes qui sont arrivées pour nous soutenir dans le cadre de la East African Community. Et voilà. Alors, je ne sais pas, les gens se disent déçus par rapport à quoi. Et ceux qui se disent déçus, bon, est-ce que vous avez fait un sondage pour voir si les gens sont déçus? Et vous savez, aller en guerre, on ne va pas en guerre comme ça. Ce n'est pas, voilà, il faut bien savoir bien se préparer en tout cas. Tina Salama, vous avez accompagné le chef de l'État dans plusieurs regroupements régionaux, surtout les regroupements régionaux issus de l'Est de la République démocratique du Congo, auquel vous retrouvez le Rwanda et l'Ouganda. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Tout ce climat de confiance que le chef de l'État a essayé d'installer auprès des pays voisins, surtout dans la région du Grand Lac. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Le chef de l'État a démontré sa bonne foi. Qu'est-ce qui n'a pas marché pour que, quelque part, ces efforts n'aboutissent pas? Mais c'est comme si vous me demandez pourquoi telle personne est mauvaise, hein, pourquoi les gens se font du mal, pourquoi est-ce qu'il y a eu la guerre mondiale, pourquoi est-ce qu'il y a eu voilà, les Juifs qui étaient envoyés dans des chambres à gaz et tout ça. Ça revient à montrer la méchanceté de l'être humain. Vous savez, le chef de l'État, vous l'avez si bien dit, a vraiment montré de sa bonne foi. Il a tendu la main. Il s'était dit, en arrivant au pouvoir, on va essayer de vivre en paix avec nos 9 voisins. Et donc, sa première approche a été vraiment une diplomatie dite de proximité. Donc, le but, c'était d'aller voir d'abord les pays voisins et de vivre en paix. Il a été voir l'Ouganda, il leur a dit, bon, qu'est-ce qu'il faut pour que nous puissions bien nous entendre? Il y a eu l'accord pour les opérations conjointes. Pour l'ADF, je rappelle que l'ADF quand même, comme le chef d'État l'a si bien dit, c'est une force négative ougandaise, mais qui opère sur le sol congolais, qui s'est adonné à beaucoup de massacres, tueries, viols, vols, pillages et tout ce que vous voulez. Et donc, on a dit, on fait des opérations conjointes avec l'armée ougandaise pour pouvoir éradiquer cette force négative qui nous vient dans notre pays. Et jusqu'à présent, il y a toujours cette opération conjointe. On s'est dit avec le président Museveni, on va essayer d'aller vers des échanges commerciaux également qui profiteraient à nos deux nations.
Et donc, il y a eu des accords pour pouvoir construire une route. Voilà, vous vous souvenez de tout ce qui avait été signé comme MOU avec l'Ouganda. Avec le Rwanda, même chose. Il y a eu des MOU sur une raffinerie d'or qui profiterait à nos deux pays. On a rassuré Kagame et le gouvernement rwandais que nous, l'FDLR, c'est une force qui n'existe pratiquement plus et que c'est des forces négatives que nous, on ne peut pas travailler avec eux, les utiliser, tout ça. Donc, on a vraiment mis sur la table de ces gens-là toutes les garanties possibles pour leur montrer de notre bonne foi. Mais malgré cela, malgré cette main tendue, donc certains pays voisins n'ont jamais joué franc jeu, notamment le Rwanda qui a continué à alimenter les groupes armés qui sèment donc la terreur dans les régions orientales de notre pays. Donc, ce n'est pas de notre faute si ces gens-là ne sont pas loyaux, ce n'est pas de notre faute s'ils sont habitués à ne pas jouer franc jeu. Je pense qu'ils profitent terriblement de nos minerais et ils ne veulent pas lâcher. Donc, ils ont, comme le président l'a si bien dit, des velléités expansionnistes. Et donc, ils voudraient vraiment que les conflits perdurent dans la partie est du pays. Comme ça, ils peuvent continuer à piller nos minerais. Je rappelle d'ailleurs que le Trésor américain avait déclaré il y a quelque temps, je crois que c'était au mois de mars 2022, il disait que 90% de l'or congolais était envoyé en contrebande vers les États de la région, notamment le Rwanda, qui s'occupe de son exploitation et son exportation, vous voyez. Donc, il profite, c'est connu, de la communauté internationale, de tout le monde. Tant que la région n'est pas pacifiée, ça profite à certains pays voisins et c'est pour ça qu'ils ne veulent pas la paix. Et s'il y a des Congolais qui ne le comprennent pas, qui sont dans l'émotion, qui sont à dire, ce n'est pas nous, ça ne nous concerne pas, c'est quand même dommage. Je pense que le chef de l'État a vraiment appelé à une mobilisation de tous ceux qui aiment ce pays. Une mobilisation de tous ceux qui aiment ce pays. Tina Salama, nous vous suivons. Mais dans votre venue au pouvoir, Tina Salama, vous avez accompagné le président Félix Tshisekedi dans tous ces sommets, pratiquement tout, là où se trouve le chef de l'État. Vous êtes de la délégation, vous devez porter le message du chef de l'État. À New York, nous avons vu le président Macron essayer de calmer le jeu entre le président Paul Kagame et le président Félix Tshisekedi. Mais la question est celle-ci. Lorsque le président Félix Tshisekedi arrive, il y avait des rapports, le rapport Mapping, qui indexait le Rwanda. Il y avait le professeur Mukwege, prix Nobel de la paix, qui indexait le Rwanda. Plusieurs voix congolaises et les organisations des sociétés civiles, même certains rapports des Nations Unies, démontraient que le Rwanda était la cause. Mais pourquoi avoir pris cette démarche d'aller vers l'agresseur tout en sachant que le président le sait parce qu'il est le mieux informé de tous les Congolais, qu'il y avait des rapports alarmants sur le Rwanda? Pourquoi avoir essayé de tenter de changer le diable, sachant qu'il aura toujours de queue? Écoutez, il faut donner la chance à tout le monde. Ce tableau sombre était connu. Il y avait une sorte d'accalmie avec les pays voisins, depuis d'abord que l'M23 avait été défait en 2013. Alors, ils ont montré une certaine ouverture à cela. Donc, vous ne pouvez pas reprocher au chef de l'État d'avoir tenté cette approche pacifique, d'avoir voulu pacifier, mais définitivement, mais à l'amiable, cette région de l'Est du pays avec ses pays voisins. Il a vraiment tenté, comme je vous l'ai dit, il a tendu la main. Alors, si les autres sont de mauvaise foi, si les autres n'ont pas joué franc jeu, vous n'allez pas nous le reprocher. On a quand même essayé. Et c'est ce qu'il a voulu dire dans son discours. Il a également dit, du haut de la tribune des Nations Unies, il a rappelé tout ce qu'il a fait pour ses pays voisins, pour que nous puissions vivre en paix. Parce qu'il disait si bien, les frontières avec ces pays-là vont demeurer. Vous savez, on ne va plus changer. Nous aurons le Rwanda à vie comme un pays voisin, le Burundi, l'Ouganda, la Zambie et tous les autres pays. Donc, le mieux, c'est de vivre en paix. Vous savez, la guerre, ça ne profite à personne. Il n'y a pas de vainqueur, il n'y a pas de vaincu dans une guerre. Tout le monde perd d'une certaine façon. Alors, il s'était dit, on y va. On tend la main et on essaie vraiment d'asseoir nos divergences
pour bien aller de l'avant, parce que les plus importants, c'était de développer la sous-région. Vous savez, on est quand même assez en retard, donc il faut penser maintenant au développement. Taire les armes et pouvoir aller de l'avant. Alors, c'était ça l'approche du chef de l'État. Il a tenté, il a tendu la main. Ils n'ont pas joué le franc jeu, ils ne sont pas honnêtes. On a pris acte. C'est le plus important, c'est qu'on a pris acte. On s'est dit, OK, on a compris. Et voilà. Et on lance tous les autres mécanismes à notre disposition pour pouvoir en finir. Mais en tout cas, la guerre à l'Est, on va en finir. La guerre à l'Est, on va en finir. Vous nous suivez, vous nous prenez de court. Nous recevons pour vous, Madame le porte-parole du chef de l'État, Tina Salama. C'est elle maintenant qui a le lead du porte-parole du chef de l'État, Félix Tshisekedi, en République démocratique du Congo. Merci à l'apôtre Timothée Moudila qui nous suit et Clémence Zema qui nous suit. Merci à Lauriane Bilonda qui nous suit. Nous continuons notre question, mais par rapport à cette démarche, là où on arrive à une certaine ambiguïté, c'est la diplomatie du chef de l'État parce qu'il a promis de ramener la paix dans ce coin du pays. Et c'est que nous n'avons pas compris comment un pays comme la France, des pays amis, Macron est ami à Félix Tshisekedi, l'Union européenne, vous avez les États-Unis d'Amérique, vous avez le secrétaire général des Nations Unies, qui montrent une certaine incapacité à orienter leurs efforts à aider la RDC par rapport à terminer la guerre. Pour terminer la guerre, il faut des armes. Certains parlent d'embargo. L'ambassadeur belge ou celui de la délégation de l'Union européenne parle de notes. Est-ce que quelque part, le président Félix Tshisekedi ne se retrouve pas dans un étau de ceux qui limitent les mouvements de la RDC à pouvoir mieux se défendre et de ceux qui le résolent à dire que ce conflit n'est plus qu'un problème congolais. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, madame? Dans tous les cas, ça reste un problème congolais, que les solutions doivent être congolaises. On doit vraiment penser à nous parce qu'on a vu l'hypocrisie de la communauté internationale. On ne va pas mâcher nos mots. C'est qu'on a vu vraiment les deux poids, deux mesures. Hein, tout le monde le dit aujourd'hui par rapport à ce qui se passe en Ukraine. On a vu comment toute l'Europe était montée sur les créneaux, pas que l'Europe, les Nations Unies également. Il n'y a pas des guerres inégales ou différentes. On ne va pas nous dire que les Palestiniens qui meurent en Israël sont moins des hommes que ceux qui meurent en Ukraine ou à l'est de la RDC. Mais on a vu comment ils ont déployé des moyens matériels, financiers, médiatiques même, pour pouvoir défendre les Ukrainiens, peut-être parce qu'ils sont... Mais le secrétaire général des Nations Unies dit que les M23 nous aiment ce ticket que la MONUSCO n'a pas. J'y arrive. Vous m'avez posé une question, j'y arrive, M. Symphorien. Voilà, donc... c'est quand même un grand aveu d'échec de la part du secrétaire général de l'ONU, M. Antonio Guterres, de pouvoir dire cela, alors que la MONUSCO a plusieurs contingents dans ce pays. La MONUSCO est dans ce pays depuis une vingtaine d'années, et c'est le même problème qui persiste, hein, les problèmes des groupes armés. Ils sont venus pourquoi? Pour pacifier l'Est, pour protéger les populations civiles, voilà ce qu'ils vont dire. Mais c'est quand même dommage qu'avec tout ce qu'il y a comme contingent, on n'arrive pas à pouvoir mettre fin à cela, et que le secrétaire général de l'ONU puisse dire que ces gens-là, en tout cas, ces terroristes-là qui sèment la terreur dans notre pays, ont un équipement militaire hein, qui dépasse même celui des Nations Unies. Et malgré ça, ce qui est quand même bizarre, c'est qu'après cette sortie médiatique hein, de M. Guterres, ce qu'il n'y a pas eu de condamnation, parce que ça, c'était vraiment clair pour dire que les M23 n'opèrent pas seuls. Autant certains disaient que c'était encore des allégations, autant là, c'était vraiment pour dire qu'il y a une armée solide derrière le M23, le Rwanda en l'occurrence. Et donc, le président de la République n'a pas hésité, comme je l'ai dit ici, du haut de la tribune des Nations Unies, à pouvoir dénoncer clairement le Rwanda. Mais on a vu l'hypocrisie, encore une fois, de la communauté internationale. La plupart n'ont Madame Tina Salama. Tina Salama. Madame le porte-parole, vous êtes toujours en ligne?
Voilà, très bien. Donc, c'est ce que je disais. La prise de Madame Tina Salama, nous recevons pour vous Madame le porte-parole du chef de l'État, Tina Salama, qui est avec nous en ligne depuis Kinshasa. Merci à Pascal Loakushila de nous suivre. Merci à tous ceux qui sont connectés à cet instant pour notre échange. Nous sommes en train de faire un débriefing du message du chef de l'État. Comment comprendre le message du chef de l'État? Comment comprendre? Madame Tina Salama, vous étiez déconnectée avec nous. Vous nous entendez? Oui, très bien. Oui, allez-y, reprenez. Merci à Je disais Pascal que finalement et suivre et timidement, on a Martine quand même vu Zeno. des communiqués essayer de condamner tant bien que mal, de maquiller, de les faire de manière très diplomatique. Hein. Il y a eu un communiqué de l'Union africaine, c'est quand même étonnant, hein. Il y a assez ambigu que l'Union africaine a, en tout cas, ce qu'ils ont dit dans leur communiqué. Il y a eu celui de l'Union européenne, des Nations unies. Les États-Unis ont clairement condamné. Ils ont cité le pays agresseur, mais ce qui est quand même étonnant, c'est que on veut nous dire, bon, si le Rwanda appuie le M23, c'est qu'il y a quand même quelques militaires congolais qui travailleraient avec les FDLR, hein, ce qui est quand même faux. Il faut bien lire le rapport des Nations Unies à ce sujet. Donc maintenant, là, le Rwanda a trouvé encore un prétexte, hein, il s'agrippe là-dessus pour dire, ah bah vous voyez, ils sont toujours avec les FDLR, ils travaillent avec les FDLR qui constituent une menace pour nous. Et donc, c'est encore un prétexte qui dure depuis des décennies. Hein. C'est une chanson, un disque rayé, comme on dit. La question des FDLR, je veux dire. Nous avons suivi le tweet du président Paul Kagame qui disait que son armée est préparée pour la guerre, est préparée pour la paix, et s'il faut passer par la guerre pour amener la paix, est-ce qu'une attaque directement aux propos ou au message du chef de l'État congolais? Et comment le chef de l'État et son équipe a reçu ce message? Je ne vous entends pas très bien. Nous disions ceci. Vous nous entendez, Madame Tina Salama? C'est comme si vous avez coupé le micro. Madame, vous avez baissé le volume. Vous entendez? Vous nous entendez? Madame Tina Salama, vous nous entendez? Pas très bien. Mais allez-y. Vous nous entendez là maintenant? Vérifiez un peu vos micros. Je suis là. Vous nous entendez? Allez. Non, de très loin. Vous nous entendez maintenant très bien? Le son passe bien ici, là. Madame Tina Salama? Je ne sais pas si c'est de mon côté alors. Oui, oui. Je vais essayer de revoir le son. Mais... Madame Tina Salama? Allez-y, on va faire comme ça. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Vérifiez bien vos micros. Vous avez dû couper quelque chose. Vous n'êtes plus en haut-parleur. C'est comme si vous me parlez à 1 kilomètre. Je suis là. Le son passe bien. Je vais faire un test avec mon téléphone. Vous me parlez à 1 kilomètre. Madame Tina Salama? Je suis là. Le son passe bien. Allez-y, on va faire comme ça. On va continuer comme ça. Je ferai un effort de... Oui, je viens de faire le test. Je viens de faire le test. Je Je viens de faire le... On va faire comme ça. On va continuer comme ça. Je ferai un effort de... Oui, je viens de faire le test. Je viens de faire le test. Voilà, je viens de faire le test. Le son est bon. Peut-être de votre côté, ou bien la charge du téléphone ou de l'ordinateur a baissé. Je disais ceci. En réaction du discours du chef de l'État, le président rwandais a tweeté pour dire que son armée était formée dans toutes les situations en temps de paix et même pour ramener la paix en passant par la guerre. Comment l'équipe du chef de l'État a reçu ce tweet-là? Est-ce une provocation?
J'ai pas compris. Madame Sina Salama, vous m'entendez? Oui, allez-y. Je disais ceci. Le président rwandais a lancé un tweet sur son compte Twitter pour dire que son armée était prête et formée pour l'état de guerre. Est-ce que l'équipe du chef de l'État a reçu ce message comme une provocation? Vous dites que le président rwandais a mis quoi sur son tweet? Que son armée était formée. Moi, en tout cas, je me rappelle le dernier tweet que j'ai pu voir du président rwandais, c'était de dire qu'il avait pu parler avec le secrétaire général des Nations Unies, M. Guterres, sur la situation à l'est du pays et qu'ils s'en remettaient aux mécanismes déjà en place, notamment le dialogue de Nairobi et la feuille de route de Luanda. Donc là, on s'était dit, pour une fois, ils ne nient pas, parce qu'au départ, leur stratégie était de toujours nier, était de dire nous ne sommes pas concernés, ça ne nous regarde pas. Alors, comment il y a reprise des combats dans la partie est du pays avec certaines cités ou localités qui tombent? Et lui, il fait un tweet pour dire OK, nous avons parlé quand même sur la situation de l'Est. En quoi est-ce que la situation de l'Est le concerne? Puisqu'il a toujours nié. Vous voyez? Deuxième chose, c'est que avant ça, une semaine avant, ils ont fait un communiqué, en tout cas le bureau du porte-parole du gouvernement rwandais, pour dire que ce qui se passait à l'Est, c'était... en tout cas, ils ont réagi par rapport à ce qui se passait à l'Est du pays. Et nous, on leur a dit, encore une fois, vous dites toujours que c'est une affaire congolo-congolaise, que les M23 sont un groupe terroriste ou un groupe rebelle congolais, mais en quoi est-ce que la reprise des conflits à l'Est vous concerne au point de faire un communiqué? Vous dites que Kinshasa vous provoque et tout ça, pourquoi Kinshasa a repris les armes et tout ça, vous voyez, donc cette fois-ci, je crois que les gens vont arrêter de dire que ce sont des allégations. Ce sont des faits avérés maintenant que le Rwanda est derrière le M23. Alors, je n'avais pas très bien compris la suite de la question. Si vous pouvez reprendre. Oui, merci d'avoir anticipé. Merci d'avoir anticipé nos questions. Mais nous avions dit qu'il y avait un autre tweet qui avait suivi pour dire que lorsque le chef de l'État lançait l'appel à la mobilisation nationale et que les jeunes devaient aller dans les centres d'enrôlement pour aller dans l'armée, défendre le pays, le président Paul Kagame avait aussi tweeté pour dire que son pays, son armée est prêt aussi à mener la guerre parce qu'elle est formée pour cela. Par rapport à ces tweets, est-ce qu'il y avait une réaction de la part de l'équipe du chef de l'État? Si le président rwandais a dit que son armée était formée. Oui, prête pour la guerre. Donc, elle était formée et prête pour la guerre. Elle peut ramener la paix. Mais ils ne font que ça, ils ne font que guerroyer. C'est tout ce qu'ils savent faire. Ils ne font que guerroyer. Alors, s'ils sont prêts, nous aussi, nous sommes prêts. Voilà. Et on ne va pas répondre à toutes les provocations de Paul Kagame. Mais en tout cas, ce qu'on lui dit, c'est qu'on va défendre notre pays. Et que cette fois-ci, ce qui est intéressant, contrairement à ce qui s'est passé par le passé, c'est que le peuple congolais n'est plus dupe. S'il a réussi à tromper les gens pendant un moment, s'il a réussi à mettre des groupes rebelles rwandais qui se cachaient derrière ce groupe rwandais-là, on le sait, le CNDP de Laurent Kunda, Mutebousi et tout ça, cette fois-ci, le peuple congolais est assez éveillé. Les gens comprennent qui est derrière, les gens comprennent qu'on se doit de défendre notre nation. Et donc, ça va être très difficile pour Paul Kagame et ses ambitions expansionnistes, vous voyez. Donc, ça va être très difficile. Et je vous dis, je vous promets que nous croyons que nous allons vraiment trouver de solutions à ce conflit qui dure quand même, il faut le dire, depuis plus de 2 décennies, parce que les gens veulent montrer que non, c'est un conflit nouveau. Eh bien non, comme je vous ai dit, vous m'avez posé des questions sur mon livre. Moi, j'ai écrit un livre sur ma vie pendant la guerre, mon expérience de vie pendant la guerre, à l'entrée de l'AFDL en 1996. Vous voyez, et puis il y a eu une deuxième guerre avec le RCD Goma. Donc, c'est quand même un vieux conflit qui, là, dès qu'il sent que ses intérêts sont touchés, dès qu'il sent qu'il perd la main, allez, il agite comment on dit, l'épouvantail. Et il sait très bien le faire. Mais cette fois-ci, ça va se passer différemment. Cette fois-ci, ça va se passer différemment. Tina Salama, nous prenons la dernière ligne droite de nos échanges. Nous allons parler maintenant de l'aide qui se mobilise par rapport
à ceux qui sont déplacés sur les théâtres des opérations à cause de l'agression. Nous avons vu des images qui font mal, des mamans porter des enfants, des grandes mères marcher. Je parle maintenant à la femme de l'Est que vous êtes. Comment se mobilise l'aide? Est-ce qu'il faut seulement attendre l'aide du gouvernement, du président congolais, ou bien tous les Congolais doivent aussi se mobiliser à pouvoir amener ou apporter leur assistance à nos frères et sœurs de l'Est, Rutshuru, Bunagana, Kiwanja, du Nord Kivu, du Sud Kivu, qui sont dans les difficultés. Tina Salama. Écoutez, qu'on se le dise clairement, la première obligation de venir en aide aux sinistrés, aux déplacés, aux réfugiés internes et tout ça revient d'abord au gouvernement de la RDC, ce qui a été fait. Vous avez suivi le Conseil des ministres, non, plutôt même dans les discours du chef de l'État où il a parlé comment dire, il a dépêché en tout cas une équipe sur place pour aller prendre en charge ces populations qui souffrent des actes de la guerre. Vous l'avez dit, les images sont atroces quand on voit vraiment des personnes âgées fuir, mais difficilement pieds nus, qu'on voit des petits-enfants porter des matelas sur la tête. C'est vraiment horrible. Et c'est là qu'on voit vraiment que ce pays voisin n'a plus d'âme, en tout cas. La première aide, en tout cas, elle sera du gouvernement congolais. Il y a déjà, on s'organise déjà pour cela. Et je crois qu'il y a déjà une première aide qui est arrivée sur un terrain. Aussi, le président a dit dans son discours qu'il appelait à une solidarité de tout le monde. C'est pour ça que je dis que on devrait tous, en tant que Congolais, se sentir concernés d'une façon ou d'une autre. Ceux qui sentent qu'ils ont cette vocation à aller travailler sous le drapeau, qu'ils y aillent, c'est le moment. Ceux qui sentent qu'ils peuvent peut-être se constituer en, je sais pas, se cotiser, faire un appel de fonds ou envoyer des vêtements et tout ça, comme on a vu pour les sinistrés de l'éruption du volcan, et beaucoup d'initiatives privées qui étaient vraiment louables. En tout cas, ce n'est pas négligeable, c'est toujours, ça va vraiment aider, ça va sauver des vies. Mais c'est vraiment cette solidarité dont nous avons besoin en ce moment. Vous, en tant que femme de l'Est de la RDC, vous avez vécu la guerre. On peut dire que vous vous êtes même épanoui sous la guerre parce que quand on lit votre livre, on ne sentait pas que vous pouviez facilement avoir cette destinée. Mais aujourd'hui, porte-parole du chef de l'État, il faut vous poser la question, à quand prendra fin ce cauchemar? Vous savez, je me fais rire, c'est que quand ça a repris, j'ai passé, je crois, 2 ou 3 nuits blanches, je n'ai pas pu dormir et j'avais des cauchemars, on va dire, des rafales, de comment les gens couraient et tout ça. La guerre, elle est horrible. Les gens pensent peut-être que c'est de la rigolade, c'est ça que les gens qui disent oui, on va en guerre et tout ça. Il ne faut pas y aller avec des émotions, on y va avec stratégie. La guerre, elle a beaucoup de répercussions. Voilà, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est que, comme vous avez dit, moi j'ai vécu, je ne me suis pas épanouie, mais c'est de la résilience. Pas que moi, mes frères et sœurs de l'Est du pays, que je salue en tout cas en passant, ils sont très résilients, ils sont très courageux parce que tout ce qu'ils ont vécu, et quand vous y allez, vous voyez des hommes et des femmes debout, des hommes et des femmes qui se battent. Quand vous voyez Goma est très bien construit aujourd'hui. Vous voyez une petite ville qui évolue et qui allait de l'avant. Bukavu notamment, Beni, avec tout ce qu'il y avait comme commerçants, ça fournissait toute cette partie-là, on va dire, même nous à Bukavu, je me rappelle qu'on avait même des choses qui venaient de Beni. Et donc, la guerre, elle retarde ce processus de développement et c'est vraiment dommage. Alors moi, je vois l'âge que j'avais, par exemple, quand ça commençait, j'étais très jeune, comment on peut être traumatisé, comment on peut vivre sous les balles qui crépitent, comment on peut essayer de se reconstruire quand toute sa vie, quand tout autour de nous, notre environnement semble détruit. Je pense à ces femmes, à ces jeunes filles comme moi, comment elles voient, comment elles envisagent l'avenir. Et je vous promets que c'est vraiment catastrophique. Je n'ose même plus me mettre à leur place, tellement elles ont vécu beaucoup de choses.
J'ai vu récemment une photo d'une dame qui était une sœur, hein, qui étudiait la médecine. Et donc, sa vie a été fauchée comme ça. J'ai eu très mal au cœur. Hein. J'ai vraiment de la peine pour tout ça. Ou même quand vous dites qu'on voit ces images-là d'une vieille dame de près de 80 ans en train de porter quelque chose d'énorme qui lui dépasse même, qui dépasse son poids sur la tête, ça fait très mal au cœur. Donc, on a vraiment envie que tout cela puisse finir. Et là, je parle même pas forcément en tant que ressortissante de l'Est du pays, parce que je n'aime pas être dans ce clivage-là. C'est chez moi, j'en suis fière, mais je parle en tant que citoyenne congolaise. Et c'est pour ça que j'en appelle à tous ceux qui se sentent congolais, tous ceux qui se sentent patriotes, qui aiment ce pays, à se lever. C'est vraiment le moment d'arrêter le tribalisme, les clivages tribaux, d'arrêter tout ce qui peut nous séparer sur le plan religieux, sur le plan politique, et de se mettre ensemble autour du commandant suprême, autour de nos forces armées, pour pouvoir bouter dehors cet ennemi qui nous agresse, mais depuis tellement longtemps. Tina Salama, nous devons vous libérer parce que vous avez un programme chargé, même ce week-end. Quel est votre dernier message avant de mettre un terme à notre numéro de ce jour? Nous savons qu'avec votre accord, nous reviendrons vers vous pour un autre numéro en ligne depuis les États-Unis d'Amérique. En tout cas, ce sera avec plaisir. Je crois que mon dernier message, je l'ai déjà dit. Mettons-nous ensemble. On a besoin les uns des autres. La patrie, on doit. C'est tout ce que nous avons comme patrimoine commun. Hein. J'aime bien cette phrase-là qui dit que le Congo, c'est tout ce que nous avons comme patrimoine commun. Donc, si nous ne défendons pas notre patrie, notre nation, personne ne le fera à notre place. Et ça commence par l'éveil. On doit d'abord tous se dire, comprendre cela et se mettre ensemble, la main dans la main, pour pouvoir libérer l'Est du pays, pour pouvoir pacifier l'Est du pays et pouvoir enfin développer le Congo et réveiller ce grand géant qui dort encore en Afrique centrale. Tina Salama, aujourd'hui, hier, vous étiez la première femme porte-parole porte-parole adjoint du chef de l'État. Qu'est-ce que ça vous fait maintenant d'être la première femme porte-parole AI du chef de l'État en République démocratique du Congo? Écoutez, je pense qu'on aura l'occasion de parler de ça après. Je crois que ce n'était pas le moment de parler de soi, de sa personne, des fonctions. Vous savez, les fonctions restent, les gens passent, ou l'inverse. On parlera de ça dans un autre numéro. Pour l'instant, ce qui est important d'abord, c'est ce qui se passe à l'Est du pays, c'est de conscientiser les uns les autres et voilà. Ce que nous aimons dans vous, c'est votre simplicité et votre humilité malgré votre grandeur. Merci bien. De partout, nous avons reçu pour vous Madame la porte-parole AI du chef de l'État, la première femme porte-parole adjointe du chef de l'État, et aujourd'hui, elle est la première femme porte-parole AI du chef de l'État en RDC, malgré qu'elle ne veut pas en parler. Nous sommes dans les médias, nous devons toujours ressortir cela. Tina Salama, un grand merci et bon week-end à Kinshasa.